Encore un bon classement pour le Togo, classé deuxième meilleure performance d'Afrique subsaharienne, derrière le Rwanda dans le rapport Be Ready, publié par la Banque mondiale le 3 octobre 2024, sous l'indicateur règlement des différents. Effectivement, en vue d'offrir aux opérateurs économiques togolais, aux investisseurs étrangers, un environnement propice aux affaires, d'importantes réformes en matière de facilitation du climat des affaires ont été réalisées dans plusieurs domaines, dont la justice commerciale, avec l'adoption de dispositions réglementaires, la mise en place d'un système de gestion électronique des dossiers, aussi bien au tribunal de commerce de Lomé qu'à la cour d'arbitrage et de médiation du Togo, CATO. Le pays compte donc maintenir le cap des réformes et de nouvelles initiatives ont été menées en matière de résolution des litiges et d'insolvabilité des entreprises pour revisiter ces performances, surtout la résolution des litiges et l'insolvabilité des entreprises. Nous sommes avec Mignon Kudjo Akouache, il est le président du tribunal de commerce de Lomé. Monsieur Akouache, bonjour. Bonjour Gilles. Merci d'être avec nous aujourd'hui donc pour éclairer les téléspectateurs donc sur ces notions, la résolution des litiges et l'insolvabilité des entreprises. Mais d'abord, je voudrais que vous nous situiez sur le tribunal de commerce dans l'architecture du système judiciaire au Togo. Merci Gilles. Le tribunal de commerce est une juridiction spécialisée. Spécialisée en ce qu'il ne peut être saisi que d'affaires prévues par la loi. Donc, il est créé par une loi et cette loi a cité nommément les affaires, les cas dont il peut être saisi. Voilà pourquoi il est une juridiction spécialisée. Il a été créé par un décret en février 2019 et a été rendu opérationnel en juillet 2019. Donc nous avons déjà fait environ 5 ans. 5 ans ensemble. Ça veut dire qu'une affaire commerciale, mais non prévue par la loi, ne peut pas être portée devant le tribunal du commerce de Lomé. Non, toutes les affaires commerciales peuvent être portées devant le tribunal de commerce de Lomé, puisque la loi en dispose ainsi. Si je dis que les affaires dont il peut être saisi sont prévues par la loi, en fait, il s'agit d'affaires commerciales, des affaires entre commerçants à l'occasion de leurs affaires, les affaires liées aux procédures collectives, peut-être on en reviendra, les affaires de concurrence ou bien de concurrence déloyale, et des affaires liées aux brevets et aux marques, les affaires... Les droits d'auteur donc. Bon, les droits d'auteur, bon, il y a une partie qui est réservée au tribunal de droit commun, si c'est une affaire de propriété littéraire et artistique, là c'est au niveau du tribunal de droit commun. Maintenant, si c'est une affaire liée à la propriété industrielle, aux brevets, aux marques, là il faut aller vers le tribunal de commerce. Voilà, donc la loi détermine, citer nommément les cas dont le tribunal peut être saisi. Voilà pourquoi on l'appelle une juridiction spécialisée. Alors, monsieur Akouache, nous avons appris qu'il a été créé récemment une chambre dédiée aux procédures collectives au tribunal de commerce de Lomé. Avant d'avancer, ça va plus, je voudrais que vous nous situiez sur ce qu'on appelle procédure collective. C'est une procédure qui met en cause une entreprise en difficulté. On a quatre formes de procédures collectives. Il y a la conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Alors, la conciliation, c'est quoi? Il s'agit là, lorsque l'entreprise, on sent venir les difficultés financières, il s'agit là de nommer un conciliateur qui va essayer de mener des négociations entre le débiteur et le créancier, c'est-à-dire le débiteur c'est l'entreprise, et le créancier, pour parvenir à un accord
qui puisse faire en sorte qu'on puisse régler le passif, puis qu'on puisse payer les dettes, peut-être à des échéances fixées, pour que l'entreprise puisse sortir des difficultés qui pointent à l'horizon. Bon, il y a également le règlement préventif. Le règlement préventif, là, les difficultés financières sont sérieuses. Mais il n'y a pas encore ce que nous appelons cessation des paiements. Donc là, il s'agit là aussi de nommer un expert qui puisse, autour de ce que nous appelons un concordat préventif, mener des négociations entre le débiteur, c'est-à-dire l'entreprise, et ses créanciers pour parvenir à l'adoption du concordat qui est un contrat entre les deux parties, entre le débiteur et les créanciers, pour pouvoir sortir l'entreprise de ces difficultés. Il y a également le redressement judiciaire. Là, il y a déjà cessation de paiement. Mais l'entreprise peut toujours être sauvée. Et là, on nomme un syndic qui va essayer de mener toujours autour d'un concordat de redressement, qui est un projet élaboré qui fixe les perspectives en vue du redressement de l'entreprise. Et le syndic, donc, s'il arrive à conduire les deux parties à un accord, on fait homologuer l'accord par la juridiction du tribunal de commerce, et en cela, l'entreprise peut sortir de cette difficulté-là. Maintenant, il y a la liquidation des biens. Ouais. Voilà. La liquidation des biens, ça veut dire que l'entreprise ne peut plus être sauvée. Il y a une situation irrémédiablement compromise. Et là, on nomme le syndic, là, il sera chargé de faire quoi? De protéger les intérêts des créanciers, et puis de réaliser, ou bien d'abord faire l'inventaire des biens de l'entreprise, et puis de conduire les opérations qui vont permettre la réalisation de la vente des biens de l'entreprise pour pouvoir payer les créanciers. Voilà ce que nous appelons les procédures collectives. Voilà. Donc maintenant, il y a été, avant, le tribunal de commerce n'avait que deux chambres. La chambre des petits litiges et la chambre ordinaire. Voilà. Mais compte tenu de la complexité des affaires de procédure collective qui touchent aux aspects financiers, économiques, même juridiques de l'entreprise, on a senti le besoin de créer une chambre qui sera spécialisée pour gérer ces affaires de procédure collective. Cela sous-entend que la chambre doit traiter exclusivement que de ces affaires-là. Voilà. Et cette chambre est dotée d'une plateforme de gestion dématérialisée des procédures. Qu'est-ce qui milite en faveur de telles initiatives? Bon, ce qui milite en faveur de la dématérialisation de la chambre des procédures collectives, c'est que la plateforme actuelle dont nous disposons ne donne pas accès à tous les acteurs de cette procédure. Il y a les syndics qui sont des acteurs importants de la procédure. Il y a les experts, les commissaires priseurs. Il y a les experts qu'on peut nommer pour évaluer, ou bien par exemple un immeuble, ou évaluer certains biens de l'entreprise, mais qui n'ont pas accès à la procédure.
Il y a également certaines institutions, comme le RCCM, le registre du commerce du crédit immobilier, qui peut avoir à fournir certaines informations pour les tribunaux. Ils peuvent également être amenés, on peut également être amené à obtenir des informations au niveau de l'OTR. Le parquet également intervient dans la procédure des procédures collectives. Donc une plateforme dématérialisée différente de la plateforme actuelle permet d'associer toutes ces personnes à la plateforme. Donc ils peuvent intervenir au niveau de la plateforme qui n'est pas accessible à tout le monde normalement. Yeah. Voilà, la plateforme actuelle étant seulement accessible aux greffiers et aux magistrats. Voilà, donc c'est la nécessité d'avoir une plateforme sur laquelle les autres acteurs de la procédure collective peuvent intervenir, qui a milité en faveur de la création d'une plateforme autonome pour les procédures collectives. Donc, pour traiter les dossiers avec célérité, vous avez plusieurs fois cité les syndics comme intervenants dans la procédure collective. Qu'est-ce qu'un syndic? Bon, un syndic, c'est un praticien de l'insolvabilité. En matière de redressement judiciaire, le syndic a pour rôle de réunir le débiteur et les créanciers autour d'un projet de concordat de redressement, l'assister dans la gestion de l'entreprise et protéger les intérêts des créanciers et faire tout ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse être rendue viable, pour que l'entreprise puisse retrouver une bonne santé financière. Bon, en matière de liquidation des biens, comme je l'avais dit, le syndic son rôle, c'est de quoi? C'est de conduire les opérations en vue de la liquidation de l'entreprise et désintéresser les créanciers. Donc, le syndic, dans une procédure collective, son rôle, c'est de conduire les opérations qui puissent arriver à redresser soit l'entreprise en cas de redressement judiciaire ou bien liquider les biens de l'entreprise s'il s'agit d'une procédure de liquidation des biens. Vous avez cité quelques acteurs clés, mais très spécifiques, notamment les syndics. Vous avez parlé également de commissaires-priseurs. Alors, est-ce qu'il existe un registre de personnes ou d'entreprises qualifiées pour offrir des services d'insolvabilité? Oui, la Cour d'appel tient un registre général des experts. Les experts près la Cour d'appel. Donc, dans ce registre, il y a les syndics qui sont inscrits. Maintenant, donc, ces syndics étant inscrits à la Cour d'appel sont ceux-là qui sont désignés pour gérer les dossiers de procédure collective. Donc, s'il existe une liste. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant les publications. Nous avons constaté que sur le site internet du ministère de la Justice et sur celui du tribunal de commerce de Lomé, il est publié des statistiques sur les juges, des juges ventilés sur l'année, par sexe et par juridiction. Pouvez-vous nous en dire plus, hein? Pouvez-vous nous dire ce qui motive ces publications? Bon, transparence oui, justement, vous avez trouvé la réponse. C'est le souci de transparence qui fait que on a décidé, le ministère de la Justice a décidé de publier chaque année la liste de tous les magistrats par sexe et par juridiction. C'est une liste qui est publiée chaque année sur le site internet du ministère de la Justice.
C'est également publié sur le site internet du tribunal de commerce de Lomé. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de la conférence préparatoire à la première audience d'évocation d'une affaire au tribunal de Lomé. Expliquez-nous d'abord ce que c'est. Bon, la conférence préparatoire au tribunal de commerce de Lomé, en fait, nous l'appelons instruction préparatoire. Ça permet aux juges et aux parties d'évoquer un certain nombre de points à l'entame du procès. C'est-à-dire que lorsque on prend une nouvelle affaire, eh bien, on pose d'abord la question de compétence du tribunal de commerce à régler cette affaire. Donc, si les parties sont d'accord, les deux parties sont d'accord que le tribunal de commerce est compétent pour régler l'affaire, eh bien, on passe à une seconde question, celui de l'option des parties d'aller à la conciliation, à l'arbitrage ou à la médiation. Ça veut dire que le juge pose la question aux parties de savoir si elles veulent bien concilier. Voilà. Si les parties veulent concilier, donc le juge renvoie le dossier à 1 mois pour permettre aux parties de faire aboutir la conciliation. Mais si elles disent non à la conciliation, le juge leur pose la question du recours ou non à l'arbitrage ou à la médiation. Voilà. Donc, si les parties optent pour l'arbitrage ou la médiation, donc le juge leur donne un délai de 15 jours pour essayer de saisir un arbitre. Voilà. Donc, si elles n'entendent pas aller à l'arbitrage ou à la médiation, là, le juge vérifie avec les parties si toutes les pièces citées dans l'assignation ont été produites au dossier. Et enfin, 4e étape de l'instruction préparatoire, la planification du procès. C'est-à-dire qu'on établit un calendrier du déroulement des phases du procès. Donc, chaque partie sort de l'audience avec un calendrier sur quand est-ce que les écritures vont être déposées et quand est-ce que le juge va rendre sa décision. Voilà ce en quoi consiste la conférence préparatoire. Justement, bien, elle offre la possibilité de recourir à l'arbitrage ou à la médiation. Exactement. Donc, la Cour d'arbitrage de médiation du Togo Kato a lancé officiellement, M. Akwetche, la plateforme de gestion automatisée des contentieux en arbitrage. Alors, qu'est-ce que les parties à un arbitrage peuvent-elles faire à partir de cette plateforme électronique? À partir de cette plateforme électronique, d'abord, comme vous l'avez si bien dit, la plateforme dématérialisée de la CATO a été mise en place en août de cette année, en août dernier, et le lancement officiel a eu lieu le 11 octobre. Voilà. Donc, cette plateforme permet aux parties de saisir la CATO à distance. Ils n'ont plus besoin de se déplacer au siège de la CATO pour pouvoir saisir la CATO. Elles peuvent également payer les frais d'arbitrage. Tous les frais liés à l'arbitrage peuvent être payés via cette plateforme. Elle permet également aux parties de ne pas avoir à se déplacer pour échanger les écritures, ou bien ils n'ont pas besoin d'envoyer les écritures par courrier ou quoi que ce soit, et elles peuvent les déposer directement sur la plateforme, aussi bien les écritures que les pièces. Elles peuvent également nommer leur arbitre. Vous savez qu'en matière d'arbitrage, ce sont les parties qui désignent leur arbitre. Donc le demandeur peut désigner son arbitre via la plateforme,
le défendeur aussi peut désigner son arbitre via la plateforme. Et les deux arbitres peuvent donc désigner un troisième arbitre qui sera le président de la cour arbitrale. Donc tout cela peut se faire en ligne. On peut également faire la conférence préparatoire, puisque à la CATO également, il y a ce que nous appelons la conférence préparatoire. Donc la conférence préparatoire peut se faire en ligne. Les plaidoiries également peuvent se faire en ligne et la sentence arbitrale peut être également rendue en ligne. Donc voilà en gros ce que cette plateforme dématérialisée permet de faire. Mais Monsieur le Président, mais quelles mesures ont été prises puisque vous semblez dire que tout peut se faire de façon virtuelle? Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour assurer la sécurité et la confidentialité de ces conférences et audiences virtuelles à la CATO? Oui, effectivement, tout a été mis en œuvre. Vous savez, l'arbitrage, ce qui est important en matière d'arbitrage, c'est la confidentialité des débats. C'est d'ailleurs ce qui pousse les gens à aller à l'arbitrage, parce que là, les débats ne sont pas publics. Donc, pour assurer donc cette confidentialité, il est envoyé aux parties un lien sécurisé pour leur permettre de se connecter à la plateforme. Voilà. C'est-à-dire en cas d'audience à distance. Voilà. Audience par Zoom ou voilà. Et quel impact ces solutions en ligne ont-elles sur l'efficacité du règlement des litiges au Togo? Bon, les solutions en ligne, ça a une importance capitale en ce que ça permet la réduction des coûts et puis la réduction également des délais. Vous savez, pour initier une procédure, saisir la CATO, si vous n'avez plus besoin d'aller à la CATO pour déposer votre requête, cela veut dire que vous gagnez aussi bien en temps qu'en argent. Voilà. Et ça permet également aux parties d'avoir un accès facile aux informations. Et puis, ça permet également de sécuriser les dossiers. Les dossiers sont sécurisés. L'archivage est aussi rendu facile. Il n'y a pas d'encombrement. On n'a pas besoin d'avoir une pièce pour stocker vos documents, puisqu'il y a le système de gestion électronique des dossiers en ligne. Voilà des avantages qui sont liés à la dématérialisation des procédures. On évoquait tantôt les publications des statistiques des magistrats sur les différents sites spécialisés. Est-ce que la liste des arbitres et médiateurs est également publiée? Oui, la CATO également publie sur son site internet la liste des arbitres. Tous les arbitres sans distinction, que ce soit de sexe, de nationalité, de profession, sont publiés sur le site internet de la CATO. Vous savez, la CATO, bon, pour les arbitres, ils sont de divers ordres de professions. Il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les médecins, il y a les professeurs de droit, même des ingénieurs sont sur la liste de la CATO. Donc la liste de toutes ces personnes est publiée sur le site de la CATO. Même il y a des étrangers qui sont sur cette liste-là. Tout ceci pour assurer une certaine confiance dans le système. Confiance, transparence, mais est-ce que il ne faut pas prendre en considération les risques? Est-ce que ces personnes ne sont pas exposées à la corruption, par exemple? Même, vous savez, ces affaires parfois sont des affaires très lourdes, avec des intérêts énormes. Est-ce que ça ne peut pas poser un problème de sécurité aussi? Mais si on ne publie pas la liste des arbitres, comment les parties peuvent-elles faire pour avoir accès à cette liste et choisir les personnes qu'elles voudraient? Peut-être consulter dans une chambre, dans un bureau. Non, mais le souci de transparence voudrait plutôt qu'on sache
qui sont les arbitres pour que le choix puisse se faire en toute connaissance de cause. Cela vous permet, lorsque vous savez que telle personne est arbitre, cela vous permet de peut-être faire le tour pour savoir si il a les compétences nécessaires pour pouvoir bien s'occuper de votre affaire. Voilà, donc moi je ne pense pas qu'il y a un risque à publier la liste des arbitres sur le site. Monsieur le Président, puisque vous avez opté pour le taux virtuel, est-ce que dans le cadre juridique en vigueur au Togo, est-ce qu'il est prévu que des agents d'exécution saisissent des actifs électroniques tels que les crypto-monnaies, par exemple? Oui, les agents d'exécution, ce sont les huissiers de justice, les commissaires-priseurs. Voilà, c'est des agents qui sont chargés de l'exécution des décisions de justice. Et donc, dans cette fonction d'exécution de décisions, ils sont amenés à saisir des biens, aussi bien corporels qu'incorporels des débiteurs. Donc, les biens incorporels incluent les actifs électroniques, les monnaies électroniques, les crypto-monnaies, voilà les biens incorporels. Donc, le législateur OHADA, dans le nouvel acte uniforme qui a été adopté en octobre 2023, a prescrit que les créances dont le débiteur peut être, les créances du débiteur qui peuvent être saisies peuvent consister en de monnaie électronique. Voilà. Donc, le Togo étant membre de l'OHADA, et donc les monnaies électroniques peuvent faire l'objet de saisies. Voilà. Mais nous tirons pratiquement vers la fin de notre entretien déjà, mais quelles sont les mesures mises en place pour garantir la transparence? Dans ce cas, la transparence et la sécurité des procédures de saisie d'actifs électroniques. Bon, il n'y a pas de mesures particulières en ce qui concerne la saisie d'actifs électroniques. C'est des mesures de droit commun. Et il s'agit de quoi? De faire en sorte que le tiers saisi, les biens saisis, soient rendus indisponibles. Est-ce que vous voyez? Donc, le tiers saisi ne peut pas se libérer de la somme ou bien, électronique qui a été saisie entre entre ses mains. Il est également tenu de déclarer ses obligations à l'égard du débiteur. Si il lui doit une certaine somme, eh bien, il doit déclarer que voilà, c'est ce que je dois au débiteur et faire en sorte que la somme soit conservée jusqu'à ce qu'il n'en soit disposé autrement par une décision. Donc, il n'y a pas de mesure particulière en ce qui concerne la saisie des sommes électroniques. Monsieur le Président, merci. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Avant de vous laisser partir en matière de transparence, il se dit que le tribunal du commerce de Lomé est un exemple en Afrique et dans le monde parce que vos décisions sont rendues publiques sur votre site internet et consultables par tout le monde. Oui, en effet, dans un souci de transparence, nous publions toutes nos décisions, que ce soit en matière que ce soit les ordonnances ou bien les décisions de petits litiges, les décisions de procédure collective, les décisions ordinaires. Toutes ces décisions sont publiées sur le site internet du tribunal de commerce de Lomé. Il suffit de taper le www.tribunal de commerce de Lomé.tg. Vous cliquez sur l'onglet jugement et vous avez accès à toutes les décisions qui sont rendues depuis 2018 jusqu'à maintenant. Ça veut dire que le monde entier a les yeux sur ce que vous faites. En effet, le monde entier a les yeux sur ce que nous faisons. Et je vais vous dire que le tribunal de commerce de Lomé
a été cité en exemple dans le rapport Bireri. Pourquoi? Parce que les gens font confiance au tribunal de commerce. Le taux de confiance a été évalué à 83%, si j'ai bonne mémoire. Donc, ce qui veut dire que nous sommes suivis et tout ce que nous faisons, nous sommes conscients que nous sommes suivis et donc nous essayons de ne pas décevoir la confiance qui est faite à nous. Merci, M. Akweche, pour vos éclairages. Merci, Gilles, pour m'avoir invité. Merci. Nous arrivons à la fin donc de notre petit entretien avec le président du tribunal de commerce de Lomé. Merci. Tout de suite, c'est Regards croisés sur votre chaîne.